Achevons maintenant la partie 3.1 sur le déterminant d'une famille de vecteurs par la formule de changement de base. Nous parlerons dans cette partie du déterminant d'une base dans une autre base, et cela nous permettra d'enchaîner sur le début de la partie 3.2 et de parler d'orientation d'un SEV en dimension finie. Alors pour la formule de changement de base, il est à peu près clair que le déterminant, comme nous l'avons défini dans une base, si nous prenons le déterminant d'une même famille de vecteurs mais relativement à deux bases, nous n'aurons pas le même résultat. Par exemple, si nous prenons pour B1 la base de R2 constituée des vecteurs 1, 1 et 0, 1, que nous nommerons E1, E2, et si nous prenons B2, une seconde base de R2, constituée des vecteurs 1, 0 et 2, 2, que nous nommerons F1 et F2, prenons alors deux vecteurs x1 de coordonnées 3, 4 et x2 de coordonnées 1, 2, nous allons calculer les déterminants de ces deux vecteurs relativement aux deux bases. Donc il est assez direct de voir que x1 se décompose dans la base B1 sous la forme 3E1 plus E2, et dans la base B2, nous obtenons 7F1 moins 2F2. Le vecteur x2, quant à lui, est égal à E1 plus E2, il est aussi égal à 3F1 moins F2. Ainsi, le déterminant dans la base B1 de la famille x1, x2 est égal donc à la première coordonnée de x1 fois la deuxième coordonnée de x2, moins la deuxième coordonnée de x1 fois la première coordonnée de x2, c'est-à-dire ici 2. Et le déterminant dans la base B2 de cette même famille, c'est donc relativement à la base B2, là encore, le produit de la première coordonnée de x1 fois la deuxième coordonnée de x2, moins la première coordonnée de x2 fois la deuxième coordonnée de x1, ce qui nous donne moins 7 plus 6, donc moins 1. Nous n'avons donc pas du tout les mêmes résultats. Cela dit, il y a un lien entre ces deux déterminants, et nous pouvons retrouver l'un à partir de l'autre grâce à une formule de changement de base qui est contenue dans le théorème 3.1.7. Donc, si je conserve les notations du PDF, soit B et B' deux bases de E, donc je ne le réécris pas, mais E est toujours un SEV de dimension finie, et soit F, une famille quelconque de vecteurs de E. Alors pas tout à fait quelconque, puisque si nous voulons parler de déterminant, il faut que le nombre de vecteurs de F soit égal à la dimension de E. Alors nous avons cette formule de changement de base. Le déterminant de la famille F dans la base B est égal au déterminant de la base B' dans la base B fois le déterminant de la famille F dans la base B'. Ainsi, si nous connaissons le déterminant de F dans l'une des deux bases, et que nous connaissons le déterminant d'une des bases dans l'autre, nous pouvons retrouver le déterminant de F dans la seconde base. La démonstration est assez rapide. Petit rappel, donc, si F est une forme n-linéaire alternée sur E, alors F est égal à une constante fois le déterminant dans la base B', et cette constante, nous l'avons vu précédemment, c'est F de la famille B'. Il suffit ici d'appliquer cette égalité à l'application déterminant dans la base B qui est bien n linéaire alterné. Or donc déterminant de B est une forme n linéaire alternée sur E, donc l'application déterminant dans la base B est égale à la constante déterminant de B' dans la base B fois l'application déterminant dans la base B'. Il reste à appliquer cette égalité à F et nous avons fini. Alors ceci n'est en fait que le premier point du théorème 3.1.7,
nous avons un deuxième point, avec la notation que je rappelle, donc soit B une base de E et F une famille de E, alors je ne le reprécise pas, mais là encore, le nombre de vecteurs de F doit être égal, allez je vais réécrire, nombre de vecteurs de F, cardinal de F, égal à dimension de E. F est une base de E donc, si et seulement si le déterminant de la famille F dans la base B n'est pas nul. Et si c'est le cas, puisque F et B dans ce cas-là sont deux bases, nous pouvons regarder le déterminant de l'une dans l'autre. Alors, dans ce cas-là, le déterminant de F dans la base B est égal à 1 sur le déterminant de B dans la base F. Ceci va provenir directement du premier point. Donc, démonstration déjà, supposons que F n'est pas une base. Si F n'est pas une base, elle est liée, puisque ici, le cardinal de F est égal à la dimension de E. Donc être une base, c'est équivalent à être libre, et c'est aussi équivalent à être génératrice, et donc par négation, si F n'est pas une base, elle n'est ni liée ni génératrice, puisque son nombre d'éléments est égal à la dimension de E, qui est finie. Alors nous savons que lorsque nous prenons une forme n linéaire alternée, l'image de toute famille liée par cette forme linéaire, n linéaire alternée, est toujours nulle, ce qui répond directement à la question. Alors, déterminant dans la base B appartient à n de E, et donc, une forme n linéaire alternée évaluée en une famille liée est nulle. Maintenant, si F est une base, nous allons pouvoir utiliser le fait que le déterminant d'une base dans elle-même est égal à 1. Nous l'avons vu dans la démonstration du théorème de la vidéo précédente. Le déterminant de F dans la base F est égal à 1. Nous pouvons donc utiliser le premier point. Le déterminant de F dans la base F est égal au déterminant de la base B dans la base F fois le déterminant de la base F dans la base B. Et ceci est égal à 1, ce qui nous prouve que nécessairement aucun des deux déterminants du produit de droite n'est nul, et comme leur produit est égal à 1, eh bien l'un est égal à 1 sur l'autre. Ceci achève donc la démonstration. Voici pour cette formule de changement de base. Donc nous pouvons revenir sur notre exemple et vérifier que la formule de changement de base est valable et retrouver les résultats que nous avions. Je recopie donc ici les résultats que nous avions obtenus. Nous allons vérifier que pour la famille F ici constituée des vecteurs x1 et x2 et pour les bases b1 et b2, nous vérifions la formule de changement de base. Donc pour cela, nous voulons donc vérifier que le déterminant dans la base B1 de la famille x1, x2 est égal au déterminant dans la base B1 de la base B2 fois le déterminant dans la base B2 de la famille x1, x2. Pour cela, nous avons donc besoin de calculer le déterminant de la base B2 dans la base B1. Donc il nous faut exprimer les vecteurs de la base B2 en fonction des vecteurs de la base B1. Alors F1 ici, qui est le vecteur 1, 0, est égal au vecteur E1 moins le vecteur E2, et F2, qui est le vecteur 2 moins 2, est égal à 2 fois le vecteur E1 moins 4 fois le vecteur E2. Donc, le déterminant dans la base B1 de la base B2, c'est donc 1 fois moins 4 moins 1 fois 2, ce qui nous donne donc moins 4 plus 2 égale à moins 2. Est-ce que 2 est égal à moins 2 fois moins 1? Oui. 2 est égal à moins 2
fois moins 1. Donc, tout va bien. Alors, pour terminer, nous allons parler de l'orientation d'une famille de vecteurs, d'un espace vectoriel de dimension finie. Nous venons de voir que si nous prenons deux bases, donc ça va être le début de la partie 3.2, orientation d'un EV de dimension finie. Donc, disais-je, si nous prenons deux bases d'un EV de dimension finie, ici nous appellerons cet EV E, soit B et B', donc deux bases. Le déterminant d'une base dans l'autre n'est pas nul, nous venons de le voir, donc il n'y a que deux possibilités. Soit il est strictement négatif, ou il est strictement positif. Alors ceci nous amène à la définition suivante. Nous allons définir une relation d'équivalence, pour l'instant une relation binaire entre deux bases. Donc nous dirons que B est en relation avec B' si le déterminant de la base B' dans la base B est strictement positif. Et donc la première proposition que nous pourrons démontrer, c'est que cette relation R est une relation d'équivalence. Alors c'est assez simple, il suffit de bien connaître les définitions. Nous devons d'abord vérifier que R est une relation réflexive. Nous savons que le déterminant d'une base dans elle-même est égal à 1, donc il est strictement positif. Donc toute base est en relation avec elle-même. Deuxième point, nous allons vérifier la symétrie. Donc soit B et B' deux bases en relation l'une avec l'autre. Nous savons que le déterminant de B dans la base B' est égal à 1 sur le déterminant de B' dans la base B. Donc, si B est en relation avec B', par définition, le déterminant de B' dans la base B est strictement positif, donc 1 sur lui-même également. Et donc, nous avons bien B' est en relation avec B. Donc, la relation est symétrique. Il nous reste la transitivité. Donc, prenons maintenant trois bases. B', B' seconde, tel que B est en relation avec B' et B' est en relation avec B seconde. Nous utilisons la formule de changement de base que nous venons de démontrer juste avant. Le déterminant de B seconde dans la base B est égal au déterminant de B' dans la base B fois le déterminant de B seconde dans la base B'. Or, par hypothèse, B est en relation avec B', donc ce déterminant est strictement positif, avec ce point 1. Et nous avons également supposé que B' était en relation avec B seconde, donc ce déterminant est également strictement positif. Donc par produit, ce déterminant est positif, et donc B est bien en relation avec B seconde. Nous avons donc bien une relation d'équivalence. Alors nous allons montrer que cette relation d'équivalence a exactement deux classes d'équivalence. Donc pour rappel, une classe d'équivalence, c'est un ensemble constitué des éléments qui sont tous en relation les uns avec les autres. Donc la classe d'équivalence d'une base sera constituée ici de toutes les autres bases, dont le déterminant dans notre base de départ est strictement positif. Donc rappel, la classe d'équivalence d'une base B, c'est l'ensemble de toutes les bases B', telles que le déterminant de B' dans la base B est strictement positif. Nous allons donc montrer qu'il y a exactement deux classes d'équivalence. Donc démontrons-le. Déjà, prenons une base quelconque, et nous allons appeler E1
jusqu'à en ces vecteurs. Sa classe d'équivalence existe. Cela nous fait donc déjà une classe d'équivalence. La classe de B est une première classe d'équivalence. Nous allons maintenant en trouver une seconde en posant B', la base qui est construite à partir de B, où nous ne faisons que changer le signe du premier vecteur, les autres vecteurs ne changent pas. Donc nous savons, par opération, que c'est toujours une base. Donc nous pouvons calculer le déterminant de B' dans la base B. C'est donc le déterminant dans la base B des vecteurs moins E1, E2 jusqu'à En, mais l'application déterminant dans la base B est n linéaire. En particulier, elle est linéaire par rapport à la première variable. C'est donc égal à moins le déterminant de B de E1. Nous avons fait passer le moins de E1 en dehors du déterminant, sans changer les autres vecteurs. C'est donc le déterminant, enfin c'est moins le déterminant de B dans la base B. C'est égal à moins 1 qui est strictement négatif. Par conséquent, B' ne peut pas être dans la même classe d'équivalence de B. B' n'appartient pas à la classe d'équivalence de B. Donc, la classe d'équivalence de B' est différente de la classe d'équivalence de B. Cela nous fait donc au moins deux classes d'équivalence. Il y a au moins deux classes d'équivalence. Donc pour conclure, il va falloir montrer qu'il n'y en a pas une troisième. Donc pour cela, prenons une troisième base, et supposons que B seconde n'est pas en relation avec B. Alors, il y a potentiellement deux cas de figure. Soit B seconde est en relation avec B', soit B seconde n'est pas en relation avec B'. Si B seconde n'est pas en relation avec B', comme elle n'est pas non plus en relation avec B, alors la classe de B seconde n'est égale ni à celle de B ni à celle de B', et nous avons trouvé une troisième classe d'équivalence. Là, nous allons justement montrer que cela est impossible, en montrant que si B seconde n'est pas en relation avec B, elle est obligatoirement en relation avec B'. Donc, soit B seconde est dans la classe de B, ou alors, si elle n'est pas dans la classe de B, elle est dans la classe de B'. Les classes de B et de B' seront donc les deux seules classes d'équivalence possibles. Pour cela, nous n'avons plus qu'à réécrire la formule de changement de base, qui est d'ailleurs la même que celle que nous avons écrite pour la transitivité. Le déterminant de B seconde dans la base B est égal au déterminant de B' dans la base B fois le déterminant dans la base B' de la famille B seconde. Nous avons supposé ici que B seconde n'était pas en relation avec B. Donc ici, ce déterminant est strictement négatif. Maintenant ici, les bases B et B' sont les mêmes que précédemment, et nous avons tout à l'heure montré que ce déterminant était également strictement négatif. Donc nécessairement, ce dernier déterminant doit être strictement positif. Et donc, B seconde est en relation avec la base B'. Il y a donc au plus deux classes d'équivalence. Bon, comme il y en avait également au moins deux, nous en avons exactement deux. Nous pouvons donc terminer en donnant la dernière définition. Orienter E, orienter un espace vectoriel E de dimension finie, c'est choisir une base de référence. Une base de référence que nous appellerons B. Si B' est une autre base, soit le déterminant de B dans la base B' ou l'inverse est strictement positif, et nous dirons que B' a la même orientation que B, ou alors le déterminant
de B' dans la base B est strictement négatif, et dans ce cas-là, nous dirons que B' a une orientation inverse de celle de B. Donc B est par convention dite directe. Toutes les bases qui ont la même orientation que B seront aussi dites directes, et les autres seront dites indirectes. Donc, si B' est en relation, si B' est en relation avec B, B' est aussi direct. Ce qui est le cas ici, c'est ce qui arrive dans le premier cas de figure que nous avons regardé juste avant. Et si par contre B' n'est pas en relation avec B, B' est indirect. Bon, nous ne nous en servirons pas énormément en mathématiques cette année, cela dit, en physique, vous en servirez assez souvent, en dimension 3 uniquement. Mais en mathématiques, nous pouvons donner les exemples suivants. Si la base canonique est fixée comme base directe, nous allons considérer la base B1 de coordonnées cos θ sinus θ moins sinus θ cos θ pour un réel θ quelconque. Ces bases interviennent assez fréquemment en géométrie car ce sont des bases, nous allons le voir, cette base est directe, mais elle est également orthonormale. Les deux vecteurs sont de norme 1 et ils sont orthogonaux l'un à l'autre. Alors, le déterminant de... Alors la base canonique, nous allons l'appeler C. Le déterminant de B dans la base C, c'est donc cos carré θ moins sinus carré θ, c'est-à-dire 1 qui est strictement positif, donc B1 est direct. Alors géométriquement, nous pouvons montrer que si nous prenons une base UV du plan, regardons uniquement dans le plan, une base UV du plan telle que l'angle pour aller de U à V est compris entre 0 et pi, alors cette base est directe, sinon elle est indirecte, mais cela c'est visuel, mais il faudrait le démontrer, d'autant plus que la notion d'angle est quelque chose, si l'on y réfléchit bien, que vous n'avez jamais vraiment défini. Vous avez beaucoup utilisé des angles au collège et au lycée, et on en utilise également de temps à autre en prépa, mais aucune définition propre d'angle ne vous a jamais été donnée, je pense, car c'est une notion assez délicate à définir. Donc le dernier point, vous pourrez bien sûr l'utiliser, mais il n'est pas, nous n'allons pas le considérer comme très rigoureux pour l'instant, et nous allons d'ailleurs reparler un petit peu des angles dans la dernière vidéo de cette partie 3.